Merci Antoine. Il m'appartient donc la mission dangereuse de vous accompagner parmi votre torpeur digestive avec ce titre qui m'a été un petit peu commandé par Emmanuel Vallon concernant, dans cette météorologie de la critique, l'aspect redondance obligée, mais aussi les brouillards d'une navigation incertaine par lesquels nous sommes passés d'un dispositif critique dont ce théâtre se fait de façon éloquente la scénographie, puisqu'il s'agit d'une disposition, disons, ancienne à l'italienne, donc d'un dispositif critique 18e, axé non seulement, bien sûr, sur la naissance de l'esthétique, axé pas uniquement, d'ailleurs, seulement sur la constitution d'une position critique, mais également, je vous le montrerai rapidement, sur un dispositif qui est celui de l'imprimerie et qui vise à mettre en exergue un certain type de jugement individuel, qui fixe pour longtemps la critique entre les deux pôles de la stéréotypie et de l'exception. Et je crois que ce sont les difficultés que nous avons aujourd'hui encore à affronter, puisque nous avons substitué à un ordre sidéral, à un ordre, disons, cosmologique, à un ordre des anciens jugements de goût axés sur un dispositif, sinon éternel, du moins à vocation de longue durée, une météorologie instable, mouvementée, politique, qui comprend la critique comme intervention. C'est cette critique création, le beau titre qu'Emmanuel Vallon a choisi pour ce colloque. Critique création, c'est-à-dire critique intervention, où il est difficile de distinguer le geste d'intervention qui consiste à transformer la manière dont l'art se fait et se produit, c'est-à-dire un régime de la production, et un régime des discours qui entretiennent, accompagnent, scandent, mais aussi normalisent ces productions, un régime 18e où critique et production vont donc de pair. Dans ce régime 18e, la difficulté consiste à empêcher ces mots d'ordre actuels de se précipiter en redondance. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon titre, vous voyez affleurer et disparaître le terme devenu mot d'ordre aujourd'hui du nom de Deleuze, entouré de brouillard et de redondance, car je voudrais à la fois essayer de me dépêtrer de ce mot d'ordre qui consiste à penser la critique comme transformation de la norme, c'est-à-dire de la penser comme création, comme nouveauté et comme changement, bien que, bien entendu, je participe aussi de cette redondance-là, mais tout en étant, comme vous, consciente de manière aiguë qu'il s'agit d'un mot d'ordre qui a été pour la première fois proféré en 1790 et dont la nouveauté laisse un peu à désirer. Ce mot d'ordre consiste à distinguer entre la création comme exception et la création comme stéréotypie, et à passer, disons, d'un modèle classique où l'on pense la réussite comme une merveilleuse compétence de la norme à une création qui n'est plus pensée comme redondance ou comme actualisation d'une norme cosmologique, mais qui est pensée, selon la météorologie du changement, comme une transformation de la norme. Ce passage, il s'accomplit exemplairement dans un texte déjà ancien. Pardonne-moi Emmanuel, mais au fond, création critique, c'est exactement ce que Kant nous dit dans le paragraphe 48-49 de la critique du jugement de goût, quand il dit « Ce qui compte en art, c'est de ne pas imiter le goût actuel ». Et donc, il définit cette figure que Jean-Philippe Antoine, ce matin, a qualifiée de terrible hypocrisie à démantibuler. Il définit cette figure
du génie comme une exception atypique, mais ce faisant, Kant fixe pour longtemps la norme d'une réussite en art qui consiste non pas à suivre la règle, mais à la transformer, c'est-à-dire la norme d'une réussite qui consiste à constituer une nouvelle norme. Réussir, c'est-à-dire produire sur nos subjectivités une transformation d'affect qui nous remue et nous secoue, c'est donc proposer une transformation qui est une transformation qui touche aux définitions de l'art lui-même, et c'est cette critique, cette création en même temps critique, cette critique en même temps productrice, qu'il s'agit à la fois de penser et de transformer aujourd'hui. J'en ai fini avec mon introduction, et je voudrais maintenant vous faire naviguer à vue parmi les brouillards qui accompagnent les discours collectifs sur l'art aujourd'hui, à travers un certain nombre de petits îlots qui me semblent capables de définir ce que nous avons à faire aujourd'hui, puisque nous continuons à penser créatique ou création au singulier de la singularité transformative, nous continuons à vouloir transformer les choses, et nous sommes conscients du caractère normatif, institué, institutionnel, et parfaitement aujourd'hui redondant de ce mot d'ordre qui consiste à penser l'art qui compte comme un art qui nous change. Alors, ne croyez pas que je pense que le bon art ne doit rien changer. Je veux vous dire tout simplement que cette norme déjà éculée devrait nous faire penser qu'aujourd'hui changer, ça serait changer de cette norme qui prétend qu'il faut changer. Voilà, deux mots, l'angle aigu de ma question. Alors, il se trouve, je pense qu'on peut décaler un petit peu le problème en estimant qu'un angle critique doit se comprendre comme une charge constructive et pas exclusivement sous un angle destructif, stéréotypé ou redondant. Et toute la question est de savoir comment comprendre cette construction. La première construction, je voudrais vous la proposer autour du thème de la signature. Et je voudrais vous engager, je pense que c'est le cas d'un grand nombre ici entre nous, d'un grand nombre d'entre nous, inscrits dans la production d'art, inscrits dans le discours autour de l'art. Je voudrais vous engager à réfléchir autour de la signature. Qu'est-ce que c'est que signature? Qu'est-ce que c'est que signer? Qu'est-ce que c'est que trancher dans la redondance par une production, qu'elle soit théâtrale, performeuse, philosophique, poétique, de quelque nature qu'elle soit, par une production qui tranche et qui nous transforme. Signature, c'est bien ainsi que nous avons appris à considérer l'art, et c'est bien ainsi que la question du style, par exemple, risque de se scléroser en identité normative selon une perspective que j'appellerais balsacienne, où au fond on se contente d'entendre dans la belle question du style, qui revient à la question que je posais au début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que quelque chose qui marche? On peut répondre, cette affaire de style, mais en ce cas, comment faire pour se débarrasser d'une politique d'identification qui régit la fabrication, la reproduction, sous un mode à la fois généalogiste et, pardonnez-moi, capitaliste, de la filiation et de la descendance, et qui permet de classer les arts, les œuvres, les productions, selon une police de l'attribution et de l'authentification, qui régit une histoire qui s'accomplit par assignation verticale de hiérarchie entre les œuvres et par attribution horizontale d'une zone de résidence spatio-temporelle des efforts et qui permettent de penser le style de deux manières, à la fois comme une affiliation et comme une exclusion. Et je ne dis pas que nous puissions échapper à cette police de l'attribution lorsque nous cherchons à énoncer quelque chose sur les œuvres qui nous touchent, mais je voudrais, avec d'autres, réussir à transformer cette police de l'attribution
disons de modèle balzacien, en un modèle correspondant mieux à nos modes d'existence actuels, passer, si vous voulez, de Balzac à Beckett, passer du style qui qualifie le grand artiste, le génie, le grand homme. Et une fois de plus, à cette table, regardez combien sont peu nombreuses les femmes. Et une fois de plus, à cette table, regardez combien sont peu nombreuses les œuvres de femmes que l'on cite, c'est-à-dire ne mésestimez jamais la place du génie artiste, y compris dans les discours que nous tenons à l'heure actuelle. Ne mésestimez pas la place du grand, en général masculin, dont la valeur marchande fonctionne comme une propriété établie. Et par là, moi aussi, qui suis engagée dans l'histoire des arts, autant que dans la production et dans la critique, c'est-à-dire dans les discours, mais aussi dans la production artistique. Je ne dis pas l'art se résume à cette attribution. Je dis il faut transformer ce que nous pensons sous signature. Il faut passer d'une signature individuée, attribuée sur un mode personnel, personnologique, à une personne identifiée, une personne qui correspond aux individualités du XVIIIe siècle. Il faut passer de cette œuvre normative, personnelle, à une autre philosophie, à une autre politique, des individuations, des manières de faire du subjectif, des manières de faire du collectif. Il faut changer ce que nous appelons devenir humain. C'est une transformation du rapport que nous avons avec celles et ceux qui produisent des œuvres. C'est un changement dans la politique des individus. Pour ce faire, je citerai quelques humains masculins que j'aime et que j'admire. Blanchot. Nous parlons de Kafka. Ce sont des lignes très célèbres que vous connaissez certainement. Dans La part du feu, à propos de Kafka, Blanchot écrit « Et c'est ici, me semble-t-il, le passage entre une individuation personnelle identifiée quelqu'un, un grand auteur, Antoine de Bec, et un autre mode d'individuation qui est tout aussi humain, mais qui, dans son individuation, va fonctionner sur un mode tout à fait différent. » Écoutez, Blanchot qui parle « Il ne me suffit donc pas d'écrire « Je suis malheureux ». Tant que je n'écris rien d'autre, je suis trop près de moi, trop près de mon malheur pour que ce malheur devienne vraiment le mien. Tant que je dis je suis trop près de mon malheur pour qu'il devienne vraiment le mien. Je ne suis pas encore vraiment malheureux. Ce n'est que lorsque je suis capable de dire « il est malheureux » que ce malheur devient le mien sur le mode du langage, que le langage commence à esquisser le mode du malheur en lui. Remplacer les pronoms personnels par un « on » plus indéfini. Et comprenez, écrire sur un passage d'affect. Ici, comme souvent, en régime occidental, un passage d'affect malheureux, le malheur, la puissance du tragique, la noblesse des sentiments contraires, une certaine habitude qui est également sociale, qui consiste à privilégier l'arête aiguë de la souffrance par rapport à la comédie bourgeoise. Mais il ne suffit pas de dire « je suis malheureux » pour que se produise du malheur non pas dans la personne de celle ou celui qui écrit, du malheur non pas dans le psychisme de celle ou celui qui lit, mais un malheur qui est porté au niveau de la texture des mots eux-mêmes, un malheur qui s'individue dans la phrase, un malheur qui se fait individuation de mots. C'est de cette individuation dont je vous parle, et elle est tout à fait compatible avec ce que Deleuze avait à nous dire lorsqu'il nous disait qu'il s'agit de blocs, de sensations, des affects, mais aussi des percepts, qui ne sont pas des propriétés psychologiques d'une âme individuée, vous qui êtes assis dans ces chaises. Il ne s'agit pas de vos affects psychologiques, mais de la dimension de ce qui peut vous affecter, de ce qui peut passer à travers nos corps,
Et dans cette dimension aujourd'hui, nous ne sommes plus en régime imprimerie, nous sommes dans un régime nouveau qu'il nous reste à penser, qui est difficile à penser, qui est un régime digital. C'est à dessein que je dis digital et non pas numérique, car numérique peut faire penser à un sursaut néostructural d'emprise d'une sorte de langage hyper idéalisé, alors que numérique doit être remplacé par le traitement de signal digital, c'est-à-dire bien sûr une sorte de codage, mais un codage dans lequel nos affects humains sont machinés sur un mode qui est technico-esthétique, technique, si vous me permettez ce barbarisme, c'est-à-dire pas simplement en mode individuel de corps unitaire, mais en mode de subjectivation par lesquels nos corps, vos corps, les miens, vous qui vous endormissez dans vos fauteuils et qui faites corps avec la salle, ceux d'entre vous qui restent un tout petit peu réveillés, moi qui parle avec mon microphone, mon téléphone portable qui me sert d'horloge, c'est-à-dire un agencement dans lequel des affects numériques, des affects digitaux et techniques comptent autant que des affects humains. Nous avons quitté le régime où nous pouvions penser l'art comme une dimension personnologique assignée à un psychisme humain. Nous pensons l'art aujourd'hui comme une rencontre avec des matériaux, où même le stylo ou le crayon du poète assigne à la possibilité de la parole une résidence spatio-temporelle qui est aussi matérielle et écologique que le sont les arts vidéo, le cinéma ou la photographie. Tel a été le grand tournant de la fin du XIXe siècle. Nous ne pouvons plus penser art en le conjuguant à l'humain simplement. Nous devons penser art comme une rencontre entre des corps humains, des corporéités techniques, des modes de subjectivation culturelle. Nous pensons art, par conséquent, au pluriel des collectifs et nous le pensons au pluralisme conjugué des différentes manières de produire des sociétés humaines. J'en ai terminé avec mon premier point sur l'individuation. J'essaye d'aborder le second en me disant qu'il va bientôt falloir conclure parce que nous avons commencé un petit peu en retard. Et je passe à mon second point qui est comment produire de l'intérêt. Produire de l'intérêt, deuxième zone de brouillard deleuzien auquel j'aimerais non pas vous faire échapper, puisque ce serait une position encore archi-déterministe, mais vous faire réfléchir à ce que penser le sens comme une production devrait nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de retrouver une origine, il s'agit de bousculer, il s'agit de penser une production, c'est-à-dire il s'agit de penser une capacité de travailler au ras même des signaux, il s'agit de signaux linguistiques, de signaux technico-esthésiologiques, de travailler au ras même de ces signaux pour produire non pas de nouveaux affects, mais de nouvelles manières d'être affectés. C'est la raison pour laquelle Deleuze écrivait, par exemple, que le sens est un effet de surface. Quand il disait effet de surface, il voulait dire que le sens ne se compose pas sur un plan qui serait troué par une référence, soit à une signification antécédente, ou bien par la référence à la désignation d'un objet empirique, bouteille renverrait à cette chose-là, ou bien un sens n'est pas non plus troué ou cloqué par l'insertion d'une personnalité psychique. Penser le sens à la surface, c'est le penser comme une construction qui joue sur un mode systématique, combinatoire et différentiel, comme lorsque je prononce chaise et pas chose, lorsque je précise que c'est chaise et que ça n'est pas fauteuil,
et que le sens se produit donc, c'est un résultat ancien de l'histoire de la pensée du XXe siècle, le sens se produit donc avec des marques insignifiantes. Mais si vous prenez vraiment ça en considération, si vous pensez réellement que tant pour nous critiques que pour nous artistes, du sens se construit à partir de marques qui ne sont pas elles-mêmes déjà encloses dans un régime de signification, alors la question de l'art et celle de la critique deviennent ensemble la question d'une production, d'individuation qui ne sont plus assignées, bien sûr, ni à des rapports de ressemblance, ni à des rapports analogiques qui ne relèvent plus, pardonnez-moi, d'une herméneutique des discours. Par conséquent, qui ont quitté toute phénoménologie des actes de conscience, si vous acceptez de considérer avec moi que les productions d'art ne sont pas exclusivement des marques conscientielles, qu'elles sont des composés ou des précipités, des symbioses d'actes conscientiels et d'actes de matière, matériologique, d'actes de langage qui ne sont pas exclusivement conscientiels. Bref, si vous acceptez, et c'est le deuxième aspect de cette petite traversée des îlots deleuziens, si vous acceptez de considérer l'art dans sa dimension machinique. Et si je dis machinique ici, j'entends par machinique non pas une révérence pour le technologique, ni une adjonction entre une corporéité humaine et une prothèse technique. J'entends par machinique ceci, que si vous réfléchissez véritablement simplement sur ce qui permet l'individuation d'une bouteille d'eau, aussi simple que celle-ci, vous êtes renvoyé à un composé de savoir et de matière, d'une eau produite industriellement, d'une bouteille en plastique, qui convient avec l'ensemble des productions sociales et politiques de notre monde, et qui, si nous avions à l'analyser véritablement, nous ouvrirait sur une philosophie du contemporain, une philosophie où on ne distingue plus entre les productions exquises de la culture, qui sont légitimées en grand art, et les productions ordinaires, c'est-à-dire une situation où l'art a à se tenir prêt, à affronter sa dimension de production, et où, dans cette dimension de production, nous tenons néanmoins à penser la réussite, ou disons l'intérêt en art, comme une coupe, un marqueur, une transformation, un changement. Ça m'amène à un nouveau point, qui sera mon troisième point, et qui est le champ deleuzien en faveur d'une compréhension tant de la critique que des arts multiformes, un champ en faveur de la désemprise du linguistique, c'est-à-dire un champ en faveur des arts non discursifs, qui consiste à nous laisser, à nous permettre, à essayer de nous permettre de penser les effets au pluriel des arts sans les rabattre sur un vouloir dire ou sur une discursivité, et cela y compris pour la littérature, pour la poésie, pour les arts du langage et pour la critique. Je ne veux pas dire par là que le langage est insuffisant, je veux dire que ce qui est insuffisant, c'est de réfléchir ou de théoriser les arts en se cantonnant à un plan qui est celui des sémiologies d'obédience discursive, d'obédience linguistique. Je voudrais vous encourager à produire des typologies, des sémiologies, des discours critiques où on puisse réfléchir sur des effets sans se berner de paroles, ni sans se contenter d'une position allégorique qui traduise les effets des arts en vouloir dire. Et pour cela, un effet qui pourrait peut-être nous servir de guide serait la belle théorie que l'on trouve à la fois chez Bakhtin et chez Pasolini, la théorie du discours indirect libre. C'est-à-dire
d'un discours qui n'est plus considéré selon une homogénéité, mais qui est considéré comme un speech act, on en parlait ce matin, c'est-à-dire comme une action performative. Parler, c'est bien sûr faire. Bien difficile de parler devant une salle presque vide, l'après-midi, après le déjeuner. Parler, c'est faire. Donc, cette dimension non discursive, proche du cri, proche du bruit, qui nous entraîne aussi vers une nouvelle compréhension des arts qui n'est plus seulement spectaculaire et spectocentré, vocabulaire un petit peu précieux, je veux dire, une dimension où le visible, le visuel, les visibilités ne sont pas premières. Je pense que nous vivons une époque qui est plus celle du landscaping, du paysage visuel, qui non plus pas seulement celle du soundscaping, du paysage sonore, mais je dirais du videoscape, c'est-à-dire d'une manière de penser sonore-visuelle en même temps. Et ça aussi, c'est un des effets du digital contemporain. C'est-à-dire une manière de coder où la distinction que nous étions habitués à effectuer entre, selon une théorie des facultés héritée, en réalité de l'Antiquité, et reprise au XVIIIe siècle, une théorie des facultés qui distingue entre la vue, l'ouïe, le toucher, nous permettent aujourd'hui de considérer le sonore dans la parole, le visuel dans le poétique, le sonovisuel comme une nouvelle manière d'engager la motricité des corps humains et des corps techniques. Et ça, je pense qu'on peut le raccrocher à ce que Bakhtin disait avec Pasolini, d'un langage qui est une puissance d'indétermination. De telle manière que créer ne consiste pas à transformer la norme d'un usage standard correct, où un style atypique créerait ou taillerait son idiolecte. Non, créer, c'est plutôt prendre appui sur l'ensemble des incessantes polyphonies qui travaillent les discours et qui nous permettent de penser, y compris le langage, comme une interaction multiforme et interaction où le signifiant, signalétique, langagier se mélange et opère avec d'autres traceurs. C'est donc une expression qui reste indirecte. Elle est indirecte parce qu'elle permet une énonciation feuilletée. Et dans cette énonciation feuilletée, la difficulté de nous, critiques, c'est que nous avons toujours tendance, lorsque nous admirons, à normaliser, et tout ce que nous apprécions, nous le réifions en normes majeures. Dès que nous adorons, nous institutionnalisons, et cette pente de redondance et de stéréotypie, il me semble, ne peut être véritablement contrée que par une pleine philosophie de la polytonalité, où le régulier et l'extraordinaire ne sont plus opposés, mais où nous pensons que ce qui fait effet sur nous, l'affect qui nous transforme, la singularité effarante de ce que nous allons appeler chef-d'œuvre, mais ce que nous allons cesser de considérer comme l'œuvre du chef de la tête, c'est-à-dire cette capacité toujours en même temps, amusante et visionnaire, consiste en une avance des possibilités d'affect sur les normes. Alors vous voyez qu'avec cette avance, je reviens à cette espèce de stéréotypie du nouveau, mais néanmoins une avance qui est de l'ordre de l'indirect libre et qui me permet de définir maintenant la création, non pas comme une variation ou comme une minorisation, non pas comme une transformation,
certainement pas comme un contre-exemple, mais de manière un peu plus sanglante, de manière sans doute aussi plus intéressante, comme une amputation, comme une soustraction. Minorer, ce n'est pas vouloir constituer une nouvelle norme majeure. Minorer, c'est soustraire, c'est-à-dire appauvrir, c'est-à-dire courir le risque d'une incapacité. Et de cette minoration, nous avons un exemple très beau avec le type d'interaction entre Carmelo Bene et Shakespeare. Pour faire marcher Shakespeare, vous n'ajoutez pas à Shakespeare quelque chose. Pour faire marcher Shakespeare, vous lui soustrayez quelque chose, vous soustrayez votre intervention. Intervenir, c'est retirer, c'est ôter. Toute création est soustractive. C'est ainsi, je l'espère, que nous pouvons espérer ne pas réduire ce que nous contribuons à élever au majeur par notre admiration, notre travail, nos tentatives. C'est ainsi, je l'espère, que nous pouvons espérer ne pas réduire à un colifichet de la culture, à un nouveau fétiche, ce que nous essayons de mettre en mots, comme je viens d'essayer de le faire, tout en restant conscient de ceci, que les mots ne suffisent pas à exposer une politique des affects et que cet affect n'est plus le fait d'humains spectateurs isolés. Il s'agit de prise de subjectivation collective où nous sommes augmentés d'yeux et d'oreilles qui ne sont pas strictement humains mais qui composent avec nous de nouveaux modes de devenir humain, de nouvelles manières d'être les habitants terrestres du XXe siècle. Je vous remercie.